L'odeur de cire industrielle et de javel froide imprégnait les murs lépreux du couloir. C'était l'odeur persistante de la tente, la signature olfactive de l'aide sociale à l'enfance. Assis sur une chaise en plastique orange dont les pieds grinçaient contre le linoléum rayé, Léo, 5 ans, balançait ses jambes dans le vide. Puis, l'air aseptisé se fractura. Un effluve capiteux, un sillage de chalimard de Guerlain, envahit l'espace bien avant que la femme n'apparaisse. Claire Laurent avançait avec la grâce précautionneuse de ceux qui craignent de se salir, le regard balayant l'indigence du lieu avec une pitié de façade. Derrière elle marchait Antoine, sanglé dans un pardessus de laine trop chaud pour la saison, la mâchoire serrée par un mélange de devoir et de gêne. La directrice du foyer fit les présentations avec une douceur excessive qui sonnait faux. La chorégraphie commença, lente, cérémonieuse. Claire s'accroupit au niveau de l'enfant. Ses mains aux ongles parfaitement manucurés se posèrent sur les petites épaules fragiles. L'étreinte fut calculée, le mouvement d'une femme qui mime un instinct qu'elle ne possède pas. Contre la joue de Léo, la maille épaisse du pull en cachemire d'Antoine, venu se joindre à l'embrassade, vint frotter. La laine était rêche, irritante. Léo ne bougea pas. Il ferma les yeux et se laissa manipuler comme on se laisse examiner. « Bonjour Léo, c'est un grand jour. » La voix de Claire tremblait d'une émotion fabriquée. C'était la vibration d'une femme qui vient enfin d'acquérir la pièce manquante de son existence, le trophée qui allait la réhabiliter aux yeux de ses amis de Neuilly-sur-Seine. « Tu vas te plaire chez nous, mon bonhomme. » Des phrases courtes, polies, lisses. Elles masquaient un malaise profond qui flottait entre les adultes. Léo ne comprenait pas le vocabulaire juridique échangé au-dessus de sa tête, mais l'asymétrie de pouvoir l'écrasait déjà. Il sentait le regard lourd et avide de ce couple stérile. Il n'était pas un enfant que l'on accueille, il était un projet que l'on démarre, un pansement posé sur une vanité biologique meurtrie. Le trajet en voiture se fit sans un bruit, le monde extérieur étouffé par le double vitrage et l'habitacle en cuir neuf du véhicule. L'arrivée dans l'appartement haussmannien, c'est là la transaction. Le vestibule était immense, écrasant. Le parquet en point de Hongrie luisait sous la lumière froide des appliques de laiton. Un silence feutré, lourd, presque mortuaire, absorbait le moindre froissement de tissu. Aucune trace de vie désordonnée, aucune égratignure sur les boiseries. « Voici ta chambre. Nous l'avons préparée avec beaucoup d'amour. » Le mot amour rebondit contre les moulures du haut plafond, creux et métallique. La pièce était une vitrine de catalogue, des peluches immaculées, jamais touchées, des livres alignés par ordre de taille sur des étagères laquées. Léo s'assit au bord du lit trop grand, les mains sagement croisées sur ses genoux. Le silence de l'appartement bourdonnait dans ses oreilles. Il savait d'instinct qu'il ne devait rien déranger, rien salir, rien réclamer. Le conte de fées venait de commencer, d'une bienveillance si épaisse, si artificielle, qu'elle lui coupait déjà la respiration. 3 années s'écoulèrent dans cette apnée ouatée. Léo apprit à glisser sur les parquets en pointe, à effacer son empreinte avant même de l'avoir posée. Puis, l'impossible se produisit. Le ventre de Claire s'arrondit. La biologie, jusque-là défaillante, accorda son miracle. Thomas naquit. Dès le premier cri du nourrisson, Léo comprit que sa fonction de pansement narcissique venait d'expirer. Il n'était plus l'enfant tant désiré. Il était devenu l'encombrant brouillon d'une perfection désormais atteinte, le stigmate vivant
d'une stérilité vaincue. À 8 ans, Léo se retrouva assis sur la chaise en cuir trop haute du bureau climatisé d'un juge des enfants. L'air sentait la poussière de dossier et la lâcheté institutionnelle. Autour de lui, la mécanique de son expulsion se mettait en place avec une douceur obscène. Les adultes parlaient au-dessus de sa tête, conjuguant son existence à la troisième personne, comme s'il était déjà transparent. « C'est une décision profondément douloureuse, » murmurait Claire, en tamponnant le coin de son œil sec avec un mouchoir en lin. Mais nous devons penser à son équilibre psychique. Il présente une incompatibilité caractérielle évidente depuis l'arrivée du bébé. Antoine, raide dans son costume gris anthracite, hocha la tête avec la gravité d'un homme qui porte le poids du monde. Il a développé des troubles de l'attachement. Il a besoin d'un cadre spécialisé, d'une structure clinique que nous ne sommes plus en mesure de lui offrir. Croyez-nous, c'est pour son bien. Le jargon psychologique coulait de leur bouche comme un baume sur leur propre monstruosité. Ils ne l'abandonnaient pas, ils le réorientaient. Le juge valida cette hypocrisie bourgeoise d'un hochement de menton compréhensif. Antoine dévissa le capuchon de son stylo Montblanc. Le crissement de la plume en or sur le formulaire de renonciation déchira le silence de la pièce. 2 syllabes sèches, métalliques, définitives, le bruit d'un contrat qu'on résilie. Léo comprit à cet instant précis que l'amour n'était pas un absolu, mais un bail précaire, conditionnel et révocable par signature. Le trajet du retour vers le foyer se fit dans le ventre insonorisé du SUV hybride d'Antoine. Le moteur électrique glissait sur le périphérique dans un silence de tombe. Seul le battement frénétique des essuie-glaces balayant l'averse résonnait dans l'habitacle, assourdissant, rythmique, oppressant. À l'arrière, Léo fixait la nuque raide de son père adoptif. Il sentit une brûlure acide monter derrière ses globes oculaires. Il ferma la mâchoire. Fort. Ses incisives s'enfoncèrent dans la chair de sa langue jusqu'à la déchirer. Le goût chaud et ferreux du sang inonda son palais. Il avala le métal, gardant les yeux écarquillés dans la pénombre. Il ne pleurerait pas. L'eau salée était un luxe pour ceux qui avaient quelqu'un pour les consoler. Le véhicule s'immobilisa devant la grille rouillée d'un centre de la SE en banlieue lointaine. La séparation fut une amputation exécutée à la hâte. La lenteur cérémonieuse de l'adoption laissait place à la précipitation coupable de l'abandon. Antoine sortit le sac de sport du coffre en évitant soigneusement de croiser le regard du garçon. Pas d'étreinte, juste une fuite physique. « Sois courageux, Léo », lâcha Claire d'une voix étranglée en remontant la vitre teintée. « C'est mieux ainsi. » Les portières claquèrent avec la violence d'un couperet. Les feux rouges du SUV s'éloignèrent rapidement dans la nuit humide, pressés de retourner à leur chaleur génétique. Léo resta immobile sur le trottoir détrempé, la bouche pleine de sang, regardant disparaître la voiture. Les foyers s'enchaînèrent avec une monotonie brutale. Des barres de béton en lointaine banlieue, des chambres partagées aux murs crépis, des réfectoires saturés par l'odeur de friture industrielle et de sueur adolescente. Léo cessa d'espérer. Il cessa de déballer son sac. L'affection était une faiblesse tactique, l'amour un contrat résiliable sous couvert de jargon psychologique. Puisque le monde se débarrassait de ce qui était encombrant, il se jura de devenir irremplaçable, intouchable. Il ne serait plus jamais la pièce rapportée qu'on rend au guichet. Il serait la clé de voûte. La médecine s'imposa à lui. Aucune vocation humaniste,
aucune empathie. Seulement l'appétit féroce pour le pouvoir absolu de l'utilité, devenir celui dont on dépend pour respirer. Les années de faculté furent une guerre d'usure, une longue apnée dans l'air raréfié de la bibliothèque universitaire. La lumière blafarde d'un néon défectueux, clignotant inlassablement au-dessus des travées silencieuses. Léo ne vivait plus, il fonctionnait. Le rythme devint staccato, claustrophobique, des nuits blanches empilées les unes sur les autres, le café froid dans un gobelet en plastique mou, le liquide noir, âcre, qui brûle violemment la paroi de l'estomac à 4 heures du matin, le frottement râpeux et insupportable d'un surligneur jaune desséché contre le papier fin des polycopiés de neuroanatomie. Surligner, mémoriser, recracher, recommencer. Chaque examen validé était une exécution. Il tuait l'orphelin à coups de notes parfaites. Il assassinait le petit garçon de Neuilly sous des montagnes de traités d'anatomie. Derrière l'excellence académique, une rage sourde, glaciale, mécanique. Les QCM noircis avec une précision psychotique. Major de promotion. Il écrasait la concurrence, piétinait les héritiers insouciants sous le poids de son acharnement. La surchauffe mentale devenait sa drogue, son unique rempart contre le vide. Disséquer la chair morte pour ne plus ressentir la sienne. Cartographier les nerfs, les artères, les fascias. Réduire l'être humain à une mécanique complexe et prévisible. Les diplômes s'accumulèrent, scellant définitivement les failles. Léo Laurent n'existait plus, broyé par la machine universitaire. À sa place, un monstre de travail, blindé de certitudes scientifiques, prêt à prendre le contrôle. Le contrôle absolu, il l'avait trouvé sous les sialytiques de la pitié salpêtrière. À 35 ans, le docteur Léo Garnier, un patronyme d'emprunt, arraché à l'anonymat d'un dossier administratif, régnait sur la chirurgie traumatologique. Chef de clinique assistant. Un titre qui valait toutes les armures. L'odeur âcre du gel hydroalcoolique lui brûlait les phalanges, s'infiltrant dans les gerçures d'une peau abîmée par des frictions chirurgicales répétées jusqu'à l'obsession. Il s'en moquait. Cette morsure chimique était le prix de la pureté, la garantie que la souillure extérieure ne franchirait pas les portes battantes du bloc opératoire. La salle numéro 4 baignait dans une lumière crue, aseptisée, impitoyable. Le bip régulier et hypnotique du moniteur cardiaque découpait le temps en secondes parfaites, prévisibles. Sur la table, sous les champs stériles bleus, un homme n'était plus qu'un champ opératoire, un fémur fracassé en 3 fragments, une mécanique en panne, bistouri froid. Sa voix claqua, atone, sans la moindre inflexion. Le manche en acier atterrit dans sa paume gantée avec une précision millimétrique. L'incision fut nette, sans hésitation, fendant la chair jusqu'à l'aponévrose. Écarteur de phare à bœuf. Aspiration. Rugine. Le claquement sec et métallique des pinces hémostatiques que l'instrumentiste posait sur le champ stérile rythmait la procédure. Léo évoluait dans ce périmètre restreint avec la grâce glaciale d'un prédateur. C'était le seul espace au monde où il dictait les lois de la physique et de la biologie. Ici, la mort demandait la permission, et il prenait un plaisir froid à la lui refuser. Il réparait des corps disloqués, vissait des plaques en titane sur des os pulvérisés, consolidait des charpentes humaines, effondrées parce qu'il était incapable de suturer sa propre béance intime. L'interne de garde, un jeune homme aux cernes violacées par l'épuisement systémique de l'hôpital public, hésita une fraction de seconde en présentant la mèche de la perceuse orthopédique.
Léo leva des yeux d'un calme terrifiant par-dessus son masque chirurgical. « Si vous tremblez, vous sortez, trancha-t-il. Je n'ai pas le temps pour vos états d'âme. » Moteur. Léo terrorisait ses équipes non par cruauté gratuite, mais parce que l'erreur humaine équivalait à une trahison. L'infaillibilité était son unique religion. Dans l'écosystème brutal du CHU, il s'était forgé une réputation de bourreau de travail cynique, respecté pour sa virtuosité technique, mais craint pour son aridité émotionnelle. Les collègues évitaient la salle de repos quand ils s'y trouvaient, fuyant ce regard vide qui semblait disséquer leur faiblesse. Ils n'avaient pas d'amis, pas de compagne, pas d'attache. Les relations intimes étaient des contrats précaires, toujours susceptibles d'être résiliés sans préavis. La chirurgie, elle, ne mentait jamais. Une fracture se réduisait, un vaisseau se ligaturait, un patient survivait ou mourait. Clou centromédulaire, vis de verrouillage, lavage. Le moniteur continuait de chanter sa litanie monotone. La mécanique vitale était stabilisée, totalement soumise à sa volonté. Il venait de sauver une vie de plus, ajoutant une brique à l'édifice de son intouchabilité. Il recula d'un pas, laissant l'interne fermer les plans superficiels, et arracha ses gants poisseux de sang qu'il jeta dans le bac à déchets infectieux. Le complexe de Dieu n'était pas une métaphore chez Léo Garnier. C'était un instinct de survie, un piédestal de glace depuis lequel personne, plus jamais, ne pourrait le regarder de haut pour le jeter au rebut. Le répit fut de courte durée. À 3h14 du matin, le beeper accroché à sa ceinture vibra avec l'insistance frénétique des urgences absolues. Service de déchocage, polytraumatisé sévère. Lorsqu'il poussa les doubles portes battantes de la salle de réanimation, le chaos organisé battait son plein. L'équipe du SAMU venait de transférer le patient sur le brancard de l'hôpital. L'atmosphère de la pièce était saturée par une odeur féreuse, écœurante, celle du sang artériel, intimement mêlée à l'âcreté du goudron mouillé et de la gomme brûlée qui s'exhalait d'un blouson de cuir déchiqueté. Accident de moto sur le périphérique extérieur. Choc cinétique à haute vitesse contre la glissière de sécurité. Léo s'avança avec la démarche fluide du prédateur dans son élément, ignorant les aboiements de l'anesthésiste qui réclamait du culot globulaire en urgence et le sifflement agressif de l'oxygène mural. L'interne de garde, le visage luisant de sueur, compressait une hémorragie massive au niveau de la cuisse droite. Il saisit machinalement la fiche de transmission que l'infirmière d'accueil venait d'imprimer à partir des papiers trouvés dans le portefeuille de la victime. Ses yeux balayèrent les cases administratives avant de se poser sur l'identité. Laurent, Thomas, 19 ans. Le temps s'arrêta. La distorsion fut d'une violence physique inouïe. Le balai frénétique des blouses bleues, le claquement des portes, le bip strident et erratique de l'électrocardiogramme signalant un collapsus imminent, tout fut instantanément aspiré dans un vide absolu. Un silence assourdissant, cotonneux, lourd comme une chape de plomb, écrasa les tympans de Léo. Lentement, comme englué dans un fluide visqueux, il leva les yeux vers le cialytique, dont la lumière crue, sans ombre, frappait le visage ensanglanté sur le brancard. Sous la bouillie de chair, d'hématomes violacés et d'abrasions, la structure osseuse se dessina. L'arête du nez, la courbure des arcades sourcilières, le dessin des pommettes. C'était une réplique masculine, asymétrique et disloquée, mais indéniable. C'était le visage de Claire. Une décharge électrique lui vrilla la colonne vertébrale. Pendant une fraction de seconde, vertigineuse et terrifiante,
Une satisfaction morbide lui serra la gorge. L'enfant miracle, le fils légitime, le triomphe de la biologie pour lequel il avait été emballé et renvoyé à l'expéditeur comme une marchandise défectueuse. Il était là, sous ses mains, réduit à un amas de tissus déchirés et d'os broyés, pathétique et mourant, s'étouffant dans ses propres fluides. La symétrie de l'univers avait le goût métallique du cuivre sur sa langue. La tentation de l'inertie l'effleura. Il suffirait d'une hésitation, d'un diagnostic posé 1 minute trop tard, d'une erreur d'appréciation face au choc hémorragique. Mais le moniteur cardiaque hurla une alarme critique, brisant le vide sensoriel. La réalité clinique explosa de nouveau dans la pièce. Le complexe de Dieu de Léo Garnier ne tolérait aucune défaite, pas même pour satisfaire le spectre de Léo le rejeté. Le médecin assassina l'orphelin dans l'instant. Il cligna des yeux une seule fois. Ses pupilles se rétractèrent sous la lumière blanche. Sa respiration reprit son rythme, lent, mécanique, millimétré. Le poids écrasant du serment professionnel venait de broyer l'abîme de son passé. Il tendit une main gantée de latex au-dessus du champ opératoire stérile, la paume ouverte, le regard rivé sur l'abdomen, violacé par l'hémorragie interne. L'âme de 10, ordonna-t-il d'une voix atone, dépouillée de la moindre scorie émotionnelle. L'instrument claqua sèchement contre ses phalanges, un contact froid et familier qui acheva d'ancrer son esprit dans l'instant présent. La pression qu'il exerça sur l'épiderme de Thomas Laurent fut d'une précision chirurgicale, une caresse létale qui fendit la chair du sternum au pubis dans un glissement parfait. Le sang affleura immédiatement, une ligne rubis tracée sur la peau d'albâtre de ce frère de l'ombre, ce remplaçant génétique qu'il dévêtait maintenant de son identité pour le réduire à un fascinant et complexe puzzle anatomique. L'aspiration chirurgicale se mit à gargouiller avec voracité tandis qu'il plongeait ses mains dans la cavité abdominale inondée, écartant les viscères avec une brutalité mesurée pour localiser la source du saignement massif. Les gestes s'enchaînaient dans une chorégraphie millimétrée, une danse macabre et somptueuse, où chaque pince hémostatique, chaque fil de suture tressé, chaque compresse gorgée de rouge tissait la toile de son triomphe silencieux. Le bruit strident de la scie oscillante à os déchira soudain l'acoustique confinée du bloc pour ouvrir le thorax, une vibration mécanique et hurlante qui remonta le long de ses avant-bras jusqu'à ses épaules crispées. Une sueur froide, poisseuse, se mit à perler sous la lisière de sa charlotte bleue. Il ne scia pas, n'esquissa pas le moindre mouvement de recul lorsque l'infirmière penseuse, rodée à la tyrannie de ses silences de garde, s'approcha pour éponger machinalement son front avec une gaze stérile. Il ne sauvait pas ce garçon par humanisme, et encore moins par un quelconque instinct de rédemption. Il n'y avait dans cette intervention aucune place pour le pardon. Il le sauvait pour asseoir sa suprématie absolue. En réparant ce corps disloqué, en recousant les lambeaux de chair de l'héritier légitime qui avait justifié son renvoi à l'orphelinat, Léo prouvait au monde et à lui-même qu'il était l'exact contraire de ceux qui l'avaient adopté puis recraché. Antoine et Claire Laurent jetaient les êtres humains quand l'emballage ne leur convenait plus, quand l'enfant devenait défectueux ou encombrant au regard de leur confort bourgeois. Lui, il ne jetait rien. Il prenait la matière brisée, la viande à l'agonie, et il lui intimait l'ordre de vivre. C'était un acte d'une violence inouïe, une démonstration de force colossale déguisée en miracle clinique.
À travers chaque point de suture qu'il serrait avec la froideur d'un automate, Léo s'érigeait en divinité intouchable. Il tenait entre ses doigts poissés de fluide la respiration, l'avenir et la santé mentale de ceux qui l'avaient rayé de leur existence d'un simple coup de stylo. S'il laissait le cœur de Thomas s'arrêter, il ne serait qu'un meurtrier lâche, un écho pathétique de leur propre abandon. En le forçant à battre, il devenait leur créateur, leur maître absolu. Tension à 9/5, il remonte, annonça l'anesthésiste depuis l'autre côté du champ stérile, la voix teintée d'un soulagement imperceptible au milieu du bip régulier des moniteurs. Léo ne répondit pas. Il continua de suturer le parenchyme hépatique déchiré, l'esprit verrouillé dans une pureté mécanique, une concentration quasi religieuse où le patient n'était plus qu'une architecture endommagée qu'il lui incombait de consolider. Le temps n'existait plus, totalement dissous dans l'odeur cuivrée de l'hémoglobine et le ronronnement hypnotique du respirateur artificiel. Quand il posa enfin la dernière agrafe métallique sur la peau suturée du thorax, refermant l'enveloppe charnelle du fils chéri, l'aube blafarde filtrait déjà à travers les portes du bloc opératoire, éclairant le masque d'un dieu de glace qui venait de refuser la mort à celui qui lui avait volé sa place. Il arracha ses gants poisseux, les jeta dans la poubelle des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec un claquement sec et quitta la salle. Dans le sas de décontamination, l'eau brûlante et la bétadine rouge emportèrent les dernières traces du calvaire de Thomas Laurent. Léo revêtit une blouse propre. Son visage dans le miroir au-dessus des lavabos ne trahissait aucune fatigue, aucune faille, juste une surface lisse, impénétrable. Il se dirigea vers le couloir aseptisé de la réanimation chirurgicale pour accomplir le dernier acte du protocole clinique. Informer la famille. Ils étaient là, assis sur des chaises en sky bleu sous les néons crépitants de la salle d'attente. 27 ans avaient y passé, mais l'arrogance bourgeoise s'était dissoute dans la terreur poisseuse de la perte. Antoine s'était affaissé. Sa peau, autrefois tendue par l'assurance de ceux qui possèdent le monde, pendait lourdement sous ses mâchoires, creusées par de profonds cernes violacés. Claire semblait minuscule, recroquevillée dans un manteau de laine trop grand pour elle. Léo s'avança avec la régularité d'un métronome. Seul le bourdonnement continu et sourd du distributeur automatique de café troublait le silence lourd de la pièce. « Monsieur et Madame Laurent », dit-il d'une voix neutre, strictement professionnelle. Ils relevèrent la tête à l'unisson. Claire se leva d'un bond, ses mains tremblantes venant se plaquer sur sa bouche. Le cliquetis frénétique de ses bracelets en or quartier résonna dans le couloir, un son frivole et dérisoire face à l'odeur d'éther et de mort imminente. Ses yeux rougis passèrent du visage impassible du chirurgien au badge épinglé sur sa poitrine. Docteur Léo Garnier. Puis, ils remontèrent vers ses traits, cherchant l'ossature sous l'homme adulte. L'illusion se fissura. La mémoire, implacable, remonta à la surface, brisant le vernis des convenances. « Léo » murmura-t-elle, le souffle coupé, comme si elle venait d'encaisser un coup violent au sternum. « Mon Dieu !»« Léo, c'est toi !» Antoine se dressa à son tour, chancelant, la bouche entr'ouverte. Les larmes inondèrent instantanément le visage ravagé de Claire. Le barrage cédait. Le pathétisme de leur culpabilité explosait au grand jour, obscène et désordonné. « Tu l'as sauvé !» sanglota-t-elle, en faisant un pas vers lui, les bras à demi tendus dans un geste d'imploration pitoyable. « Mon Dieu, Léo, pardonne-nous !»
Si tu savais, on a été des monstres, on y pense tous les jours. L'hémorragie hépatique a été contenue, l'interrompit Léo, le ton aussi tranchant et stérile qu'une lame de bistouri. La fracture du fémur est stabilisée par enclouage centromédulaire. Il est intubé et sous sédation profonde pour limiter l'œdème cérébral. Le pronostic vital n'est plus engagé à court terme. Les mots cliniques s'écrasèrent contre leur jérémiade. Antoine s'avança, tremblant, cherchant le regard du fils jeté aux ordures des décennies plus tôt, quémandant désespérément l'absolution. « Léo, je t'en supplie, balbutia le vieil homme, la voix hachée par les sanglots. Laisse-nous t'expliquer, laisse-nous réparer. On était terrifiés, on a fait la pire erreur de notre vie, on croyait bien faire. » Léo les observa fixement. Son regard mort, purement chirurgical, disséqua leurs larmes. Il ne voyait pas des parents repentis. Il voyait deux organismes en détresse cherchant à soulager leur propre conscience. Il ne pleurait pas pour l'enfant de 8 ans abandonné sur un trottoir administratif, il pleurait pour eux-mêmes, terrifiés à l'idée de mourir avec cette tache sur leur âme mondaine. Ils espéraient que le miracle de cette nuit annulerait la monstruosité de leur passé. Léo comprit alors la futilité absolue du pardon. Il n'y avait rien à pardonner, car il n'y avait plus rien à l'intérieur de lui pour ressentir l'offense. Ils avaient eux-mêmes amputé cette capacité d'aimer et de haïr. Ils ne signifiaient plus rien. Le docteur Chen prendra la relève pour la réanimation post-opératoire, déclara Léo sans ciller, ignorant la main d'Antoine qui s'était tendue vers sa manche. Les visites sont autorisées à partir de 14 heures, à raison d'une personne à la fois, 15 minutes maximum. Claire laissa échapper un gémissement plaintif, ses mains s'agrippant dans le vide entre eux. « Léo, mon petit garçon, je t'en prie, ne fais pas ça. Je vous souhaite une bonne journée. » Il pivota sur les talons, le tissu de sa blouse blanche claquant dans l'air stérile. Il s'éloigna d'un pas régulier sans se retourner, les laissant là, figés sous la lumière blafarde, emprisonnés dans un silence brutal et définitif qui n'offrait aucune rédemption. Les semaines qui suivirent s'étirèrent dans la lenteur stérile de la convalescence. Thomas survécut. Dans le huis clos étouffant de sa chambre de soins de suite, l'édifice familial finit par s'effondrer. Les confessions avaient dû pleuvoir, larmoyantes et pathétiques, dévoilant au fils légitime l'histoire sordide de sa propre lignée, l'existence de ce frère fantôme jeté au rebut pour lui faire place. Le jeune homme, cloué dans son corset orthopédique, chercha désespérément à nouer ce fil brisé. Il voulait comprendre, réparer, tisser un lien avec ce sauveur de l'ombre. Des messages d'abord, puis des appels. Léo se tenait sur le toit-terrasse du bâtiment Gaston Cordier, enveloppé dans l'obscurité poisseuse de sa garde de nuit. La pluie fine et glaciale de novembre piquait son visage, perlant sur l'épaule de sa blouse qu'il n'avait même pas pris la peine de couvrir. Il tira une longue bouffée de sa cigarette allumée en cachette, laissant le goût âcre et goudronneux lui brûler le fond de la gorge et tapisser ses poumons. Une sensation toxique, familière, rassurante. Dans la poche de son pantalon de bloc, son smartphone vibra sourdement contre sa cuisse. Il l'en sortit. L'écran LCD déchira l'obscurité d'une lueur blanche et crue. Un prénom s'y affichait. Thomas. Léo fixa les lettres lumineuses sans ciller. Il n'éprouvait aucune haine envers ce garçon. Thomas était innocent de la lâcheté de ses géniteurs. Il incarnait pourtant un monde que Léo avait dû s'amputer pour ne pas crever, celui des liens, de l'affection,
de la vulnérabilité. Répondre, c'était accepter de saigner à nouveau, de s'exposer à une affection qui, il l'avait appris à 8 ans, pouvait toujours être révoquée. L'armure qu'il s'était forgée à coups de nuits blanches, de concours et d'incisions chirurgicales ne prévoyait aucune porte d'entrée. Il avait choisi la survie de la machine contre la fragilité de la chair. Il acceptait le prix de son intouchabilité. Il sauvait des vies, mais il avait sacrifié la sienne. Il était entier, mais d'un vide absolu. Sans un geste, Léo regarda l'écran clignoter qu'une dernière fois, avant de s'éteindre, replongeant la terrasse dans l'ombre et le silence. Il écrasa son mégot du bout de son sabot d'hôpital, l'enfonçant dans le gravier détrempé. Au loin, par-delà le périphérique, les sirènes hurlantes de 2 ambulances du SAMU lacérèrent la mélancolie urbaine, charriant de nouveaux corps brisés vers les urgences. Léo inspira profondément l'air saturé d'humidité. À sa ceinture, son beeper émit la double stridence métallique d'une urgence dans le service. Il passa machinalement une main couverte de gel hydroalcoolique sur sa nuque tendue, poussa la lourde porte coupe-feu et retourna s'enfoncer dans le ventre de l'hôpital. Le ventre de l'hôpital l'accueillit avec son indifférence coutumière. Les néons crépitants du couloir baignaient le lino d'une lumière sans ombre, une clarté d'aquarium où le temps n'avait plus de prise. Léo avança d'un pas mécanique, ses sabots en plastique vert martelant le sol avec une régularité de métronome. L'odeur familière, ce mélange âcre de détergents industriels, de formol et de sueur rance de garde, lui emplit les poumons. C'était son oxygène, le seul air qu'il savait encore respirer sans suffoquer. Au poste de soins infirmiers, le chaos ordinaire de 4 heures du matin régnait en maître. Une interne de première année, le visage gris de fatigue, pianotait frénétiquement sur un clavier aux touches effacées. À côté d'elle, un gobelet en carton laissait échapper les effluves d'un café depuis longtemps refroidi, formant une auréole brunâtre sur une pile d'ordonnances. Box 4, lâcha l'infirmière coordinatrice sans lever les yeux de son écran de contrôle. Chute d'échafaudage, fémur éclaté, forte suspicion de fracture en livre ouvert du bassin. La tension chute, il est en train de se désamorcer. Léo ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il saisit le dossier d'admission d'un geste sec, effleurant à peine la couverture cartonnée. Derrière la vitre du box, le patient gémissait, un râle guttural et animal qui se noyait dans le bourdonnement hypnotique des moniteurs multiparamétriques. Léo entra. La température de la pièce sembla chuter de quelques degrés. Il posa ses mains nues sur le corps disloqué. Ses doigts palpèrent la chair meurtrie, cherchant les crépitations osseuses sous la peau avec l'acuité d'un aveugle lisant du braille. Aucune empathie ne brouillait son jugement. Là où d'autres voyaient un homme brisé par la fatalité, Léo ne percevait qu'un problème d'ingénierie biomécanique. Des forces de cisaillement, des leviers articulaires, des points de rupture. Préparez le bloc de traumatologie numéro 2, ordonna-t-il, la voix coupante comme un bistouri. Appelez l'anesthésiste de garde. On va poser un fixateur externe et clouer ce fémur avant qu'il ne se vide de son sang dans ses aponévroses. L'interne, qui l'avait suivi à pas de loup, tremblait imperceptiblement. Elle regardait la flaque sombre qui s'élargissait sur les draps avec une terreur mal dissimulée, les bras ballants. Léo capta son regard fuyant, ce miroir d'une panique qu'il avait depuis longtemps éradiquée de son propre système nerveux. Arrêtez de le regarder souffrir et posez une deuxième voie, d'abord périphérique,
calibre 14, cingla-t-il sans même la regarder. La pitié ne coagule pas les hémorragies, docteur. Seul le titane le fera. Bougez-vous. Il se détourna d'elle, verrouillant son esprit sur la procédure à venir. L'épisode de la terrasse, le nom de Thomas clignotant dans la nuit, l'effondrement pathétique d'Antoine et Claire. Tout cela s'éloignait déjà, relégué dans les abysses de sa mémoire, compressé comme un déchet organique voué à l'incinérateur. Il avait opéré son frère de sang. Il avait regardé ses parents adoptifs se noyer dans leurs propres larmes. Il avait ignoré leurs appels à la rédemption avec la précision d'un geste chirurgical. Et maintenant, il n'en restait rien. Pas le moindre frisson de triomphe. Rien qu'un vide immense, immaculé et stérile. En se frictionnant vigoureusement les mains et les avant-bras, avec la solution hydroalcoolique devant les lavabos du bloc opératoire, Léo regarda son reflet dans la vitre sans teint. Ses traits étaient tirés, ses cernes creusées comme des meurtrissures violacées, mais ses yeux restaient deux billes d'obsidienne impénétrables. Il était devenu exactement ce qu'il avait programmé lors de ses nuits blanches dans les foyers de l'ASE. Une machine à réparer les autres, incapable d'être atteinte, impossible à abandonner, car indispensable à la survie collective. La double porte du bloc s'ouvrit avec un chuintement pneumatique, libérant une bouffée d'air purifié et glacial. Léo Garnier y pénétra, les mains levées devant sa poitrine dans une prière laïque, prête à trancher dans le vif, éternellement amputé, éternellement souverain. Le patient suivant n'était qu'un amas de chair broyée, un fémur fracassé par la violence anonyme de la grande couronne parisienne, un accident de chantier, une chute d'échafaudage. Peu importait la biographie. Léo ne soignait pas des histoires, il réduisait des fractures. « Bistouri électrique » demanda-t-il, la voix étouffée par le masque qui lui sciait l'arête du nez. L'odeur de viande brûlée s'éleva, âcre, saturant l'air filtré de la salle. Le crépitement de la lame, cautérisant les petits vaisseaux, résonna comme une friture macabre. Léo travaillait avec une économie de gestes absolue. Aucune hésitation. Pas de place pour le doute. Ses doigts, engoncés dans le double gantage, palpaient les esquilles osseuses avec l'assurance d'un aveugle lisant du braille. Autour de lui, l'équipe fonctionnait au ralenti, engourdie par cette fin de garde interminable. L'interne de première année luttait contre le sommeil, ses paupières papillonnant sous la lumière aveuglante du cialytique. Léo ne lui accorda pas un regard de compassion. La fatigue était une faille, et la faiblesse le dégoûtait. Écarteur de phare à bœuf. Tire, bon sang, tu vois bien que la ponévrose me gêne. Le ton était coupant, strictement chirurgical. L'interne sursauta, obéissant avec une maladresse nerveuse. Léo soupira imperceptiblement derrière son masque. Il était seul. Il l'avait toujours été. La présence des autres n'était qu'une variable à gérer, un bruit de fond dans la mécanique parfaite de son isolement. Pendant que ses mains maniaient la perceuse orthopédique, enfonçant des vis en titane dans la moelle de l'os, son esprit flotta dans une vacuité glacée. L'image de Thomas, le frère biologique, le fils légitime, glissa sur la paroi de son crâne, sans y trouver d'aspérité où s'accrocher. Il n'y avait ni haine flamboyante, ni tristesse, juste ce vide immense, ce désert blanc qu'il avait mis 30 ans à cultiver et à fortifier. La famille Laurent pleurait probablement encore dans une chambre aseptisée des étages supérieurs ou dans le cuir de leur SUV hybride. Ils tentaient de recoller les morceaux d'une porcelaine bourgeoise irrémédiablement brisée.
Il croyait aux mots, au pardon, à la thérapie et à la rédemption par les larmes. Léo, lui, ne croyait qu'à la solidité des plaques vissées et à la cicatrisation par première intention. On ne guérit pas l'abandon avec des excuses. On s'y adapte, comme un membre fantôme dont on finit par oublier qu'il a un jour existé. 1 heure plus tard, la peau était refermée, agrafée avec une régularité de machine à coudre industrielle. Pansement, radio de contrôle en salle de réveil, lâcha-t-il en tournant les talons, abandonnant le corps inerte à l'équipe paramédicale. Dans le couloir désert, la fatigue s'abattit sur lui avec la brutalité d'une chape de plomb. Les muscles de son dos, tendus à l'extrême depuis des heures, se mirent à brûler d'une douleur sourde. Il se dirigea vers la salle de repos des chirurgiens. L'endroit puait le café froid, la sueur rance et le désespoir institutionnel, cette odeur si particulière des hôpitaux publics en fin de nuit. Sur la table en formica écaillé, un gobelet en plastique gisait, à moitié plein d'un liquide noirâtre, dont l'acidité lui rappelait ses nuits de révision à la bibliothèque universitaire. Léo s'affala sur le canapé en sky, dont les déchirures laissaient échapper une mousse jaune et friable. Il tira de la poche de sa casaque son téléphone personnel. L'écran noir refléta son visage émacié, les pommettes saillantes sous la lumière au néon qui clignotait au plafond, une pression sur le bouton latéral. L'appareil s'illumina, agressif pour ses rétines fatiguées. 3 appels manqués, 2 messages vocaux. Le prénom de Thomas s'affichait en lettres blanches sur fond noir. Le frère qui voulait comprendre, le gamin innocent qui voulait créer un pont au-dessus d'un abîme de 30 ans. Léo fixa les pixels lumineux jusqu'à ce que ses yeux piquent. Il n'écouta pas les messages. Il n'y avait aucune colère dans son geste. Il laissa simplement l'écran s'éteindre de lui-même, la lumière disparaissant lentement pour plonger la pièce à nouveau dans la pénombre, scellant une fois de plus la tombe de l'enfant qu'il avait été. L'air confiné de la salle de garde commençait à lui peser sur la poitrine, chargé de l'odeur rance du café froid et de la sueur séchée. Il se leva dans un silence absolu, repoussa la chaise en formica dont le grincement se perdit dans le vide de la pièce et sortit dans le couloir. Ses pas le menèrent machinalement vers l'escalier de service, un boyau de béton brut que personne n'empruntait à cette heure de la nuit. Il pesa de tout son poids sur la barre anti-panique de la lourde porte coupe-feu qui donnait sur le toit terrasse du bâtiment Gaston Cordier. L'air glacial de novembre le frappa au visage comme une gifle salutaire. Une bruine fine, presque invisible, tombait sur Paris, recouvrant le revêtement granuleux du toit d'une pellicule luisante. Léo avança jusqu'au parapet, posant ses avant-bras sur la pierre mouillée. Le froid traversa instantanément le coton fin de sa blouse à manches courtes, mais il n'esquissa pas un frisson. En contrebas, la ville s'étendait, immense et indifférente, striée par les phares jaunes et rouges des rares véhicules glissant sur le boulevard de l'hôpital. Il fouilla dans la poche de son pantalon de bloc et en sortit une cigarette tordue, rescapée d'un paquet écrasé. La molette du briquet cliqueta 2 fois avant de produire une flamme vacillante qu'il protégea du creux de sa main calleuse, abîmée par les lavages chirurgicaux répétés. La première bouffée lui arracha une contraction de la gorge. Le goût âcre du tabac blond et la saveur de goudron se mêlèrent à l'humidité saturée de l'air nocturne. C'était une habitude toxique, une aberration physiologique pour un médecin, mais c'était le seul rituel de destruction qui lui appartenait en propre.
Depuis son promontoire d'ombre, il dominait la cour d'honneur de la salpêtrière. Il savait que dans quelques jours, Thomas franchirait ces grandes grilles en fer forgé. Il boiterait un peu, s'appuierait peut-être sur une béquille, mais il marcherait. Il retournerait à sa vie, meurtri mais vivant, réparé par les mains même de celui qu'on avait effacé pour lui faire de la place. Thomas représentait un monde fait de chaleur, de liens familiaux, de pardon possible, des concepts abstraits, presque extraterrestres pour Léo. Accepter la main tendue de ce frère biologique, répondre à ses messages vocaux, aurait signifié baisser sa garde. C'était ouvrir une brèche dans l'armure de titane qu'il s'était forgée dans l'odeur de javel des foyers et sous les néons clignotants des bibliothèques universitaires. Il ne pouvait pas se le permettre. La vulnérabilité était une infection nosocomiale de l'âme. Elle s'insinuait par la moindre fissure et détruisait tout le système immunitaire de la survie. Il préférait l'amputation préventive. Au loin, par-delà la courbe sombre de la Seine, le hurlement bitonal d'une sirène du SAMU déchira le silence cotonneux de la nuit. Le son enfla progressivement, ricochant contre les façades haussmanniennes, se rapprochant avec l'inéluctabilité d'un chronomètre. Une nouvelle urgence vitale en approche, une nouvelle chair brisée, une nouvelle mécanique à restaurer sur la table d'opération. Léo tira une dernière fois sur sa cigarette, sentant la chaleur de la braise frôler ses doigts engourdis. Il écrasa le mégot du bout de son sabot vert, le broyant méticuleusement contre le béton gorgé d'eau. Il se tenait là, au-dessus du monde, intouchable. Il avait sacrifié sa propre humanité pour devenir le rouage indispensable d'une machine qui sauvait celle des autres. Il était entier, fonctionnel et irrémédiablement vide. Il tourna le dos à la ville et repoussa la porte coupe-feu, prêt à redescendre dans l'arène stérile où il était Dieu. La lourde porte coupe-feu se referma dans son dos avec un claquement pneumatique, tranchant net le murmure poisseux de la ville. La transition fut brutale. L'air glacé et humide de la nuit parisienne céda instantanément la place à l'atmosphère climatisée, sèche et chargée d'effluves de chlore du couloir de liaison. Léo descendit les marches en béton brut de la cage d'escalier, deux par deux, sa blouse blanche flottant derrière lui comme un linceul clinique. Le silence de cette zone de transition n'était troublé que par le crissement rythmique de ses semelles. À la hauteur du 3e étage, le DECT, accroché à sa poche de poitrine, vibra, crachant sa sonnerie stridente et familière. Il décrocha d'un geste machinal, sans ralentir l'allure. La voix de l'anesthésiste réanimateur grésilla à travers le petit haut-parleur, haché par la tension de l'attente. Accident de la voie publique, piéton contre véhicule léger, score de Glasgow à 6, tension artérielle imprenable, suspicion de fracture complexe du bassin et hémopéritoine massif. Le jargon glissait sur lui, familier, rassurant. C'était sa langue maternelle, la seule qui ne tolérait ni le mensonge ni l'hypocrisie. Il n'y avait pas de place ici pour les larmes parfumées de Claire ou les silences lâches d'Antoine. Pas de place pour les messages en absence d'un frère biologique qui cherchait désespérément à combler le vide d'une histoire familiale pourrie à la racine. Dans ce labyrinthe de carrelage blanc et d'inox, il n'y avait que des fluides à endiguer, des os à réaligner, des paramètres vitaux à maintenir, de force au-dessus du néant. La biologie était une science cruelle, mais honnête. Elle ne signait pas de formulaire de renonciation devant un juge. Elle ne promettait rien.
Lorsqu'il franchit les doubles portes coulissantes du service de déchocage, le balai mécanique était déjà en place. Les infirmières préparaient les poches de culots globulaires et le plasma frais congelé sous les néons aveuglants. Le compresseur du respirateur artificiel haletait dans un coin. Léo s'approcha du lavabo chirurgical en inox. Il appuya sur la pédale de distribution avec son genou, déclenchant le jet de bétadine moussante. L'eau brûlante coula sur ses mains, rougissant sa peau jusqu'aux avant-bras. Il saisit une brosse stérile à usage unique. Le grattage commença, méthodique, agressif. Il frotta ses ongles, ses phalanges, les espaces interdigitaux, avec une force presque destructrice. La mousse rousse emporta l'odeur persistante de tabac froid de la terrasse. Elle emporta le souvenir de l'écran de téléphone s'éteignant sur le prénom de Thomas. Elle effaçait, couche après couche cellulaire, les vestiges d'une humanité qu'il s'interdisait de ressentir. La brûlure de la brosse sur son épiderme le ramenait à l'instant présent, à la pureté de la tâche à accomplir. Les portes vitrées des urgences s'ouvrirent à la volée dans un fracas métallique, laissant passer le brancard du SAMU, encadré par des urgentistes essoufflés, leurs gilets fluorescents maculés de boue et d'eau de pluie. L'odeur ferreuse du sang frais envahit instantanément la pièce, écrasant les effluves d'antiseptiques. Le rythme cardiaque du patient hurlait son irrégularité sur l'écran du moniteur multiparamétrique, une ligne en dents de scie menaçant de s'aplatir à chaque seconde. Léo leva ses bras dégoulinant d'eau stérile, le visage minéral, les yeux fixés sur la masse de chair meurtrie qu'on transférait maladroitement sur la table de réanimation. Une infirmière s'approcha dans son dos pour lui nouer sa casaque chirurgicale, tandis qu'une autre lui présentait des gants stériles, taille 7,5. Il glissa ses mains dans le latex avec un claquement sec. Il n'était plus l'enfant jeté sur la banquette arrière d'un SUV en route vers l'oubli. Il était l'ultime rempart avant la mort. Il s'avança vers la table, la main tendue, attendant que le métal froid du bistouri vienne épouser sa paume. L'instrument fendit l'air et frappa le creux de sa main avec une précision millimétrée. Ses doigts se refermèrent sur le manche rainuré, trouvant instantanément leur point d'équilibre. Autour de lui, le chaos organisé de la salle de déchocage s'effaça pour ne laisser place qu'à un champ de vision strictement circonscrit à un rectangle de peau badigeonné de polyvidone iodé, violemment frappé par la lumière crue du sialytique. Il incisa d'un trait continu, franc et sans appel. La lame trancha l'épiderme, puis le derme, glissant à travers la couche de tissu adipeux jaune, avec la fluidité d'une certitude absolue. L'odeur âcre des vaisseaux cautérisés par l'électrobistouri satura aussitôt l'air confiné, se mêlant aux effluves métalliques du sang qui inondait la plaie. « Aspiration », ordonna-t-il d'une voix neutre, « atone ». La canule transparente vint taper le liquide pourpre avec un sifflement de succion obscène, dégageant la brèche. Léo opérait comme il survivait, par une série de gestes automatiques, froids et irrévocables. Chaque pince hémostatique posée, chaque artère ligaturée renforçait l'armure invisible qui le séparait du monde des vivants et de leurs émotions poisseuses. Sous ses mains gantées, ce corps brisé n'était pas un homme avec une histoire, des angoisses ou une famille qui pleurait peut-être déjà dans une salle d'attente. Ce n'était qu'un problème d'ingénierie anatomique en attente d'une solution. Il plongea ses doigts dans l'interstice sanglant, écartant les chairs avec une brutalité calculée, une intimité violente et purement clinique. Ici,
dans cette pièce saturée de javel et d'adrénaline, il n'y avait pas de place pour la trahison bureaucratique ou les sentiments conditionnels. Il réparait les organes parce que les organes ne mentaient pas, ne se justifiaient pas par des jargons psychologiques, et surtout ne pouvaient pas l'abandonner une fois recousu. Le bip du moniteur, d'abord affolé et chaotique, finit par s'allonger en une cadence plus lourde, plus régulière. L'hémorragie était contrôlée. La crise était passée. Léo n'éprouva ni joie ni soulagement face à cette résurrection dont il était le seul artisan, seulement la satisfaction aride d'une mécanique organique relancée. Il tendit la main à nouveau, exigeant sans un regard le fil de suture. Le balai stérile continuait, implacable et répétitif, le murant toujours un peu plus dans sa citadelle de glace. Chaque point de suture qu'il réalisait avec une minutie maniaque était un verrou supplémentaire sur son propre isolement. La nuit s'étira ainsi, dévorée par la lumière artificielle et les alarmes des pompes à perfusion. Quand il quitta finalement la salle, laissant le patient stabilisé aux mains de l'équipe de réanimation, les couloirs de l'hôpital commençaient à prendre la teinte grise et malade de l'aube naissante. Il arracha sa Charlotte, sentant la sueur froide qui lui collait les cheveux au crâne. Son téléphone de garde vibra dans la poche de sa tunique. Un nouveau transfert, un autre corps disloqué en route vers son bloc. Le cycle ne s'arrêtait jamais, et c'était précisément ce qu'il recherchait. L'épuisement systémique était un anesthésiant puissant, une drogue dure qui l'empêchait de penser à ce visage familier qu'il avait réparé quelques semaines plus tôt, ou à ce nom, Thomas, qui clignotait parfois sur l'écran de son smartphone personnel, resté muet au fond de son casier. Il ignora la vibration de l'appareil de garde l'espace d'un instant, le temps de regagner l'intimité exiguë des vestiaires. L'odeur métallique de l'hémoglobine et les effluves âcres de la bétadine s'accrochaient encore à sa peau, incrustées dans les pores de ses mains rougies par les frictions hydroalcooliques répétées. En ouvrant son casier d'un geste sec, la charnière grinça dans le silence cotonneux de la pièce. Là, posé sur une pile de blouses propres, son téléphone personnel s'illumina soudain, perçant la pénombre d'une lueur blafarde. Les lettres noires se détachèrent sur l'écran blanc avec une clarté obscène. Thomas. Encore. C'était la 4e fois depuis le début de la nuit. Le garçon s'obstinait avec la candeur désespérée de ceux qui croient encore que les liens du sang peuvent racheter les lâchetés du passé, cherchant à nouer un dialogue avec ce frère de l'ombre dont il venait de découvrir l'existence sordide. Léo laissa l'appareil vibrer contre le métal froid de l'étagère. Il observa l'écran s'éteindre lentement, ravalant le prénom dans l'obscurité, sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaille. Il n'y avait ni haine ni colère dans son regard, seulement le vide insondable d'une forteresse dont il avait lui-même muré toutes les portes. Thomas était innocent de la trahison de ses parents. Léo le savait avec la précision clinique d'un diagnostic irréfutable. Mais ce jeune homme miraculé portait en lui les germes d'un monde de vulnérabilité, de chaleur familiale et de promesses fragiles. Un monde pour lequel Léo n'était plus équipé, un organisme étranger que son système immunitaire psychique rejetait d'instinct, terrifié par la menace d'une nouvelle infection émotionnelle. Il fouilla dans la poche de sa veste civile pendue à un cintre, en tira une cigarette froissée et repoussa la porte du vestiaire. Au lieu de redescendre immédiatement vers les urgences pour accueillir le nouveau polytraumatisé,
Il emprunta l'escalier de service qui menait au toit-terrasse du bâtiment de chirurgie. Lorsqu'il poussa le lourd battant coupe-feu, une pluie fine et glaciale, typique des aubes parisiennes, lui fouetta le visage. L'air était saturé d'humidité et d'une sourde mélancolie urbaine. Léo s'avança jusqu'au parapet de béton, abrita la flamme de son briquet dans le creux de ses phalanges gercées, et aspira une longue bouffée. Le goût âcre du goudron brûla l'arrière de sa gorge, une sensation rugueuse qui le ramena à la physicalité brute de son existence. En contrebas, le complexe hospitalier s'étirait comme un organisme tentaculaire sous les lampadaires blafards. Léo expira un nuage de fumée grise qui se dissipa aussitôt dans le crachin. De là-haut, il dominait la ville, intouchable, retranché derrière son piédestal de glace. Il avait sauvé le fils légitime, prouvant à ces fantômes bourgeois qu'il était leur maître absolu, le Dieu implacable qui répare ce qu'il jette quand l'objet est cassé. Mais cette victoire écrasante n'avait le goût de rien. Il comprit, en regardant la pluie s'écraser sur le goudron du toit, le prix exact de sa survie. Il avait vaincu la terreur de l'abandon en devenant indispensable. Il avait conjuré la douleur en s'amputant de sa propre humanité. Il était un chirurgien d'exception, une mécanique infaillible que rien ne pouvait briser. Il était entier, parfaitement fonctionnel. Et pourtant, face à l'immensité grise du matin, il sut avec une lucidité glaçante qu'il n'était plus qu'une coquille vide. Il tira une cigarette froissée de la poche de sa veste polaire. Le briquet cliqueta dans l'air humide avant qu'une flamme courte ne vienne calciner le bout du papier. La première aspiration lui brûla la gorge, un goût de cendre et de goudron froid qui se mêla aux gouttes de cette pluie fine et glaciale lavant la toiture de la Pitié salpêtrière. En contrebas, sur le parvis détrempé, une silhouette s'avançait péniblement vers la sortie, appuyée sur des béquilles anglaises. Thomas. Le corps que Léo avait réassemblé, os par os, artère par artère. Autour du jeune homme, deux ombres vieillissantes gravitaient avec une prudence maladroite, écrasées par le poids d'une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Dans sa poche, le smartphone se mit à vibrer, une pulsation sourde contre sa hanche. Léo le sortit lentement, l'eau perlant sur la vitre tactile. Le nom s'affichait en lettres blanches, aveuglantes dans la grisaille de l'aube. Thomas. Le fils légitime avait dû remuer ciel et terre pour obtenir le numéro direct du chef de clinique. Il cherchait une explication, une famille, un pardon impossible. Il cherchait ce frère de l'ombre dont le nom avait toujours été tabou dans l'appartement haussmannien. Léo fixa les lettres lumineuses. Thomas était innocent de la lâcheté de ses parents, il le savait. Mais il représentait ce monde poreux, fait de sentiments révocables et de failles béantes. Un monde auquel Léo n'appartiendrait plus jamais. L'armure qu'il s'était forgée à coups de nuits blanches et de gardes épuisantes ne supportait pas la tendresse. Il ne bougea pas d'un millimètre. Il laissa le téléphone vibrer au creux de sa paume, observant chaque secousse avec la même distance clinique qu'un tracé électrocardiographique. Quelques secondes plus tard, l'appel coupa. L'écran devint noir. Léo le glissa dans sa poche, scellant définitivement la seule porte d'entrée vers son passé. Au loin, déchirant la rumeur sourde du boulevard de l'hôpital, la sirène bitonale d'une ambulance du SAMU s'éleva dans l'air poisseux. Le son strident se rapprochait à vive allure. Presque instantanément, le beeper accroché à sa ceinture s'anima, affichant le code d'urgence absolu du déchocage.
Un nouveau polytraumatisé, une nouvelle mécanique brisée. Léo écrasa le mégot sous le talon de son sabot en plastique vert. Il lissa le col de sa blouse d'un geste machinal, fit demi-tour et tira la lourde porte coupe-feu. Le couloir l'engloutit dans son odeur âcre de javel et d'éther. Le rythme stérile de l'hôpital reprenait ses droits, immuable, indifférent aux fantômes de la nuit. Léo accéléra le pas vers le bloc opératoire. Il y avait des corps à sauver.